Merci Christian, bien volontiers. Permets-moi tout d'abord de te remercier de ton invitation. Énormément de plaisir à être parmi vous ce matin. Président, comme tu l'as dit, de la Chambre d'agriculture d'un petit département. J'ai toujours nourri quelques complexes aux côtés de votre puissant département de Saône-et-Loire sur le plan agricole, mais également sur le plan des organisations agricoles, des responsables professionnels de ce département. Donc énormément de respect pour votre département, énormément de plaisir à pouvoir m'exprimer devant vous ce matin dans le cadre effectivement des responsabilités que j'exerce dans le réseau des chambres. Si je suis là aussi, c'est parce que, pour rebondir sur les propos de M. Moulinier, notre réseau, mais notre région a subi des transformations. Je suis certes du département du Jura, j'étais franc-comtois hier, je suis aujourd'hui bourguignon franc-comtois. On a beaucoup travaillé ensemble avec Christian dans ce cadre-là depuis 3 ans, depuis 2016, depuis que ce fameux décret a contraint quelque part les chambres d'agriculture à s'organiser dans le cadre des transformations que la loi NOTRe a apportées à notre pays, en particulier sur la fusion des régions, de nos 2 régions de Bourgogne et Franche-Comté, qui se sont également, il n'y a pas eu que la fusion, il y a également eu les changements de compétences. Et donc, comme la compétence du développement économique a été transférée à la région, que l'agriculture dans cette région a quand même un poids important, il fallait forcément nous organiser au sein des organisations agricoles, à cet échelon, pour pouvoir, bien sûr, être l'interlocuteur privilégié du Conseil régional, des élus régionaux, sur tout ce qui touche à l'avenir de notre métier. On a eu, au cours de ce mandat, ça vient d'être dit, on a subi un certain nombre de transformations, et le terme réseau n'a jamais été aussi important que maintenant dans notre organisation générale. Jusqu'il y a peu, je pense que quand M. Moulinier était directeur de la PCA, la notion de réseau n'était que très vague. Voilà, la PCA, c'était une assemblée qui réunissait de temps à autre les présidents. Ils se prenaient un certain nombre de décisions, mais qui n'avaient absolument pas la portée de celles que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui. Donc on a subi un certain nombre de transformations. On en a également poussé un certain nombre qui n'ont pas forcément toujours été bien comprises. Parce que je crois que autant les agriculteurs que les responsables élus des chambres d'agriculture tiennent absolument à leur échelon de proximité qu'est la chambre départementale, tiennent absolument à leur antenne locale, à leurs conseillers, etc., etc. Enfin aux hommes qui, depuis des décennies maintenant, portent ce réseau, portent les actions, enfin portent ce réseau, portent leur chambre d'agriculture et bien sûr les actions qui sont entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, assez différentes les unes des autres. C'est-à-dire, on a bien la carte des actions des chambres sont assez différentes quand même lorsqu'on parcourt un peu la France. Je voulais surtout apporter peut-être aussi une précision. Le secrétaire général de la PCA, je suis surtout en charge de la partie que vous ne voyez pas, qui n'intéresse pas les agriculteurs. C'est souvent, c'est dans ce périmètre-là, le budget des chambres au niveau national, c'est 700 millions d'euros, quand on cumule l'ensemble des budgets départementaux et le budget de la PCA, dont près de la moitié, c'est encore une dotation de l'État au travers de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti. Et c'est parce qu'on a cette recette fiscale que l'État nous confie un certain nombre de missions de service public et tente plus que jamais à peser sur ce qu'on peut apporter aux agriculteurs, mais pas seulement aujourd'hui, M. Moulinier l'a dit, la transformation également des territoires et surtout la prise en compte dans les décisions et les conseils qu'on apporte aux agriculteurs, pas seulement des intérêts agricolo-agricoles, mais des attentes de la société. Ces attentes de la société, vous le vérifiez comme moi, ont pris un développement considérable ces dernières années, avec l'émergence de tout un tas avec les nouvelles technologies. On communique tellement facilement maintenant sur le moindre fait et geste qui se passe quelque part
en France, en métropole ou ailleurs, que nous sommes observés en permanence et attendus. Voilà. Donc, je voulais aussi me permettre d'ajouter à l'inventaire de M. Moulinier sur les lois qui sont en cours d'élaboration. Hein. On assiste à une forme de frénésie législative de la part de cette nouvelle, de notre nouveau gouvernement qui est en place depuis guère d'un an. Donc les États généraux, ça a été dit, la loi ESSOC, ça a été dit, la loi Pacte. Il y a également, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais une loi de réforme de l'apprentissage qui était une des missions publiques de service public des chambres. Voilà, c'est pareil, on devra s'organiser pour qu'une seule de nos compagnies consulaires porte demain cette responsabilité avec une... Là, ça rejoint les CFE, c'est une volonté de simplification pour aussi bien les apprentis que pour les employeurs. La loi sur la fiscalité, on a en préparation une loi qui se veut réformer de fond en comble la fiscalité agricole. Nous sommes concernés au premier degré par cette affaire-là. On apporte bien entendu une veille extrêmement importante. La loi sur le projet de loi urbanisme et logement. Vous avez appris la semaine dernière comme moi la démission du ministre de l'Environnement. Il a mis on va dire pour une des raisons de sa démission, le fait qu'on n'a pas réussi à ralentir ou freiner la consommation d'espaces agricoles. Ça nous concerne également, bien entendu, au premier degré, puisque voilà, dans un pays urbanisé comme la France, où on a besoin de logements, on a besoin d'infrastructures, etc., ça va être extrêmement compliqué de réduire la consommation d'espaces agricoles, alors qu'on l'appelle de nos voeux tous les jours, nous, en tant que paysans. La terre agricole, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il y a aussi une loi sur laquelle on est un peu inquiet, entre guillemets, c'est CAP 2022, c'est une réforme un petit peu générale, on va dire, de l'organisation de l'État. M. Moulinier, je crois, y a fait un peu allusion. Quel devenir pour les services d'économie agricole des départements ? Ils ont subi ces dernières années une baisse d'effectifs considérable. À l'inverse, les DRAF et les DREAL se sont renforcés. On voit bien que les centres se déplacent. Voilà, donc quel avenir ? Et dans ce qui a été évoqué de l'évolution des missions des chambres, on sent bien qu'il y a un glissement qui est en train de s'opérer sur, quand on dit l'instruction d'un certain nombre de dossiers, l'appui au niveau des contrôles, etc., on sent bien que là, il apparaît comme une volonté de l'État de transférer aux chambres d'agriculture un certain nombre de missions qui étaient jusque-là de l'ordre des services d'économie agricole des départements. Et puis on a même, on va dire, plus dans le fond de ce qu'on attend de nous, parce qu'il est vrai, je fais une petite aparté, que dans cette réforme qui a impacté les réseaux consulaires, on a été un peu plus protégés que d'autres. C'est aussi parce qu'on s'est beaucoup battu. Je garantis qu'il a fallu ferrailler durement pour conserver nos chambres départementales, doter les chambres régionales d'un certain nombre de moyens nouveaux, en particulier, et de pouvoir jouer la subsidiarité. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas obligatoire, nécessaire de conserver au département, on a accepté de le transférer à la région. C'est toutes les fonctions support, ce que vous ne voyez jamais en tant qu'agriculteur, la comptabilité, l'informatique, etc., j'en passe. Mais si également l'ingénierie sur des projets, tout le montage de dossiers que représentent on va dire, par exemple, le CASDAR, c'est-à-dire les fonds de développement agricole, les conventions avec la région, le conseil régional. Bon, c'est une machinerie. Enfin, Christian a dû déjà vous en parler à plusieurs reprises, lui qui est encore mieux placé que moi pour observer tout ça dans son rôle de président de région. Voilà, donc ça, on l'a mis en commun. À mon avis, ça aurait eu plus de sens. Là, c'est pareil, c'est une réflexion strictement personnelle. Je pense que la loi NOTRe a été une erreur dans la fusion des régions. Encore, nous sommes sur une région à taille à peu près humaine, voilà, mais un très très grand territoire quand même. Mais travailler dans ce contexte-là, dans des régions où il y a 12, 13, 15 départements,
c'est quand même très, très, très compliqué. Il y a des phénomènes de distance qui sont incompressibles. Enfin voilà, il aurait été beaucoup plus facile de prendre effectivement l'organisation bretonne. Les Bretons, ils sont 4 départements. Ils travaillent main dans la main depuis des lustres. L'identité bretonne, elle est extrêmement forte. Ils ont décidé de passer, eux, en régime d'employeur unique, c'est-à-dire c'est la chambre régionale qui embauche tout le personnel des chambres. C'est quelque chose qui leur convient, pourquoi pas. On ne peut pas le démultiplier partout, sur tout le territoire, comme ça, en le décrétant. Qu'il y ait des volontés d'aller dans ce sens-là, pourquoi pas. Il faut peut-être le permettre, l'autoriser. C'est comme, mais voilà. Donc, si on était resté sur nos dimensions historiques de chambres régionales, on aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense, vers la mutualisation. Aujourd'hui, cette organisation en grande région nous demande de nous réorganiser en départements, rester bien en prise avec le terrain, ne pas perdre, parce que Christian l'a dit, on va arriver dans une période électorale, bon, les esprits commencent à s'échauffer quelque peu, on nous accuse souvent, enfin moi de ma place nationale, je vois le verre plutôt à moitié plein de ce qu'on a pu sauver, certains nous disent le verre est plutôt à moitié vide, c'est-à-dire on a beaucoup perdu ces 3-4 dernières années. Moi, je ne partage pas. On a perdu un certain nombre effectivement, dans nos organisations qui étaient les nôtres d'habitude. On a perdu des habitudes. Il faut se réhabituer à travailler dans un nouveau contexte. Ce n'est pas simple. Et c'est compliqué dans des régions qui n'avaient absolument rien en commun ou qui sont tellement grandes que leurs agricultures sont très, très, très différentes. Et puis, tout ça a généré également, et là, c'est le secrétaire général dans sa mission, on va dire, de chargé des ressources humaines, je préside les instances paritaires, et bien tout ça a quand même crispé énormément nos collaborateurs salariés, dès lors que vous avez, quand on était des employeurs de 50 à 150 salariés, c'est à peu près la taille de nos chambres départementales. Voilà. Aujourd'hui, la région, c'est 500 salariés. Il y en a qui ont passé le cap des 1000 salariés. Les instances paritaires dans ces grandes unités-là s'organisent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on bute, par exemple, alors que ça fait partie du décret de 2016, sur l'harmonisation des conditions d'emploi de nos salariés en région. On bute là-dessus. On n'arrive pas à aboutir. On y passe un temps fou. Voilà. Ça, on doit aujourd'hui aussi composer avec ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nos collaborateurs, c'était presque nos serviteurs, ils se mettaient en 4 à l'échelle départementale. Dès lors que vous faites porter une crainte sur le devenir de leur métier, sur le devenir de là où ils seront basés demain, parce qu'il y aura peut-être des délocalisations, voilà, et bien voilà, tout ça se crispe et ça nous crée des difficultés. Donc, on entend bien que notre pays a besoin de se réformer, qu'on doit se réformer. On avait déjà aussi un peu anticipé tout ça, c'est-à-dire on n'est pas resté sans rien faire sur toutes ces actions-là, mais il faut tenir compte de la diversité française et qu'il ne faut pas surtout brusquer les évolutions. Il y a un certain nombre de réalités. On se rend bien compte qu'on est dans un contexte budgétaire de plus en plus compliqué. Je vous rappelle quand même qu'au cours de ce mandat, on a subi un prélèvement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Nos fonds de roulement, nos excellents fonds de roulement. On nous a bloqué la taxe. Vous aussi, non mais... Oui. Moi, on était beaucoup moins riche que vous. On nous a bloqué la taxe. Donc la taxe n'évolue plus. Donc en francs courants, elle diminue tous les ans. Et donc, eh bien, comme on est encore sur une organisation qui a ses coûts de fonctionnement, qu'on n'a pas réussi suffisamment à réduire, eh bien... ça nous demande un tour de force budgétaire, d'équilibre budgétaire chaque année. Nos financeurs traditionnels, qui finançaient un certain nombre de nos actions, les départements, les régions, subissent comme d'autres des réductions de dotations. Donc voilà. Et on est dans un contexte agricole extrêmement difficile. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre des prestations à un prix supérieur à ce que les agriculteurs sont prêts à les payer compte tenu du contexte économique dans lequel ils se développent. Donc l'équation, le modèle économique des chambres, qui était celui d'il y a 5 ou 10 ans, moi j'ai connu la belle époque où mon président de chambre, il votait l'impôt tous les ans. Il y avait un déficit, on mettait 3%, on mettait 2%. Voilà, gérer comme ça, c'était relativement simple.
Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc, on a bien conscience de ça. Alors, il y a les lois qui sont en préparation, puis il y a toutes celles qu'on sent arriver. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de missions qui se succèdent à la PCA, CGAER et d'autres. On est régulièrement auditionné également au Sénat, à l'Assemblée nationale. On y passe énormément de temps à faire. Ben oui, on fait du lobbying comme d'autres pour défendre les chambres. On est convaincu, comme ça a été dit, que les chambres sont irremplaçables pour apporter notre cœur de métier, qui est le conseil, au plus près de besoins, au plus près des hommes, là où personne d'autre ne vont. C'est-à-dire, il y a certains endroits reculés, un peu plus éloignés, des petites structures. Voilà, nous, on rend le même service partout. On ne fait pas du business, on apporte un conseil le plus neutre possible, en tout cas, on espère qu'il va dans le sens de l'intérêt de l'agriculteur avant tout. Mais il y a des gens qui nous observent et qui seraient prêts à faire le job à notre place, c'est évident. Donc, c'est aussi pour ça, je voulais en dire un mot pour conclure. J'avais aussi depuis une douzaine d'années à la PCA la mission forestière. C'est un sujet également qui a subi d'âpres discussions depuis que je suis arrivé. La première fois que je suis arrivé à la PCA, Madame Brimbaum, que M. Mouly a bien connue, quand Luc Guyot m'a dit « Allez, Chalumeau, tu viens du Jura, il y a de la forêt, allez, tu t'occuperas de la forêt ». J'y croyais beaucoup plus simple que ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était surtout un enjeu également financier. Et puisque vous savez que les chambres perçoivent la recette fiscale sur les bois et les forêts, etc. Et qu'il y a, voilà, j'aime beaucoup le milieu forestier. J'ai découvert, les propriétaires forestiers sont des gens qui, comme nous, défendent leurs intérêts. Ils ont raison de le faire. Donc, on a réussi à conserver la forêt dans le giron des chambres, parce qu'il nous semble extrêmement important partout de dire ensemble, l'agriculture forestière, on couvre quasiment 90% du territoire. Et dans les enjeux de demain, il y a aussi également l'avenir des territoires ruraux, le développement des territoires ruraux, l'accompagnement des collectivités que sont les communautés de communes, qui ont aussi monté en puissance énormément depuis 5 ou 6 ans, qui se sont développées partout, avec des compétences nouvelles, en particulier sur l'économie, demain sur l'eau, sur l'assainissement. C'est tous des sujets qui nous préoccupent au premier degré, puisque nous sommes des habitants de ces territoires-là, de ces collectivités, et que tous les projets, quels qu'ils soient, qui ont un impact sur l'agriculture, on doit s'y intéresser. Alors en tant que citoyen agriculteur, mais également en tant que chambre d'agriculture, on doit être aux côtés des élus pour leur apporter les services dont ils auront besoin. À défaut, ils s'adresseront à des cabinets spécialisés où ils se doteront de moyens propres. On sait bien qu'un certain nombre d'agglos ou de communautés de communes de taille significative ont les moyens aujourd'hui de se doter de compétences pour répondre aux enjeux sur l'urbanisme, aux enjeux sur la protection de l'eau, etc., etc. Et on se doit vraiment d'être présent aussi au cœur de ces enjeux-là. Et alors, le travail ne manque pas, c'est passionnant, c'est difficile, mais voilà, si on sait s'organiser, si on sait s'y prendre, moi je pense que les chambres d'agriculture ont encore un bel avenir devant elles. Ce sera différent, mais nos collègues CCI, Chambre de métier, bougent également. Vous savez, il était question un temps de supprimer tout ça, de dire c'est les régions qui prennent ce job-là, puis terminé, quoi, hein, on ne va pas s'embêter. Voilà, alors il faut qu'on arrive à naviguer au milieu de tout ça en tenant compte de tout. Mais il est vrai qu'on a un réseau aujourd'hui, parce qu'on est vraiment, à l'heure qu'il est, au niveau de l'APCA, des chambres régionales et des chambres départementales, en fonctionnement en réseau. Hein, on est tous interconnectés, on a beaucoup mis de moyens en commun. La plus belle, peut-être, démonstration qui peut vous en être faite, c'est qu'au 1er janvier, on met en route la DNSI, c'est la Direction nationale des systèmes informatiques d'information. Tous les informaticiens, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur nos micros sont transférées sous l'employeur unique APCA. On continue à travailler bien sûr partout sur le territoire. Mais on aura demain une unité de commandement et c'est extrêmement important pour développer les outils dont on aura besoin demain, les outils métiers pour nous conseiller, pour vous agriculteurs, mais également pour la gestion des données. Vous savez que les données, c'est un enjeu énorme. Le numérique, tout ça, ça a été dit, pour les années futures. Il faut absolument qu'on soit en capacité au niveau du réseau de traiter ces données, les agglomérer, voilà. Et ça aussi, ça fait partie des sujets qui sont sur la table aujourd'hui, qui ne sont pas toujours bien compris sur le terrain.
Mais pour moi, c'est fondamental. Voilà. Donc, il y a un renforcement de l'échelon national, la PCA, c'est évident. Il y a même des sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais la PCA, dans ses missions aujourd'hui, doit contrôler au niveau des comptes des départements, doit gérer l'immobilier. On a aussi tout ce volet-là, hein, l'immobilier. On fera plus qu'on voulait, comme on faisait hier. C'est-à-dire, on rentre dans les normes voilà, des services publics au niveau des espaces. C'est 9 mètres carrés par bureau, je crois, ou 12, je ne sais plus, mais c'est pas 13. Enfin voilà, c'est des choses aussi simples, enfin aussi bêtes que ça, mais on n'y échappe pas. Quoi. On n'y échappe pas. Et voilà, on est très très éloigné des fois, et Christian me le dit, mais franchement, si les paysans savaient certains jours ce qu'on est amené à traiter comme sujet, ils nous foutraient un grand coup de pied au derrière. Tellement on se sent des fois éloigné, mais c'est en même temps nécessaire. Quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'existence de ces structures-là sans devoir mettre à un moment donné, au fond du fond de l'organisation quand même, une présence. Parce qu'on pourrait très bien dire, bah, les paysans, on se désintéresse de ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut rester motivé. Et bon, il y aura des élections dans peu de temps. Il y aura encore des gens pour mouiller le maillot, j'en suis certain. Mais il faudra voter. Parce que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à sauver, peut-être plus que d'autres réseaux, notre organisation, c'est le pourcentage de vote aux élections. C'est-à-dire que les agriculteurs se mobilisent encore pour voter pour les chambres d'agriculture. C'est un peu moins vrai pour les commerçants artisans. On le regrette, mais c'est une réalité. Mais peut-être qu'ils vont prendre conscience et se réveiller aussi.